Eh ben, bienvenue à tous, bienvenue donc à ce webinaire de présentation sur l'accrochage certificateur. Cet accrochage certificateur qu'on a effectué avec le module MyCertif dont on va vous parler et avec Perrine Sautier qui est avec nous aujourd'hui de chez AD Éducation et qui nous Bonjour à tous. parlera de l'expérience qu'elle a vécue sur cet accrochage certificateur. Alors, avant de rentrer dans le détail, l'objectif, c'est que vous compreniez bien d'où on vient et qu'est-ce qui est MyCertif, qu'est-ce que ça fait et pourquoi on parle de l'accrochage aujourd'hui autour de MyCertif. MyCertif, c'est un produit aujourd'hui qui s'adresse aux organismes certificateurs, qui a pour objectif et comme promesse de leur dire d'abandonner leur fichier Excel et de passer en pilotage automatique dans le respect de la réglementation en vigueur. Et quand on a dit ça, en fait, MyCertif répond à deux objectifs. Un, de faire gagner du temps aux certificateurs parce qu'on vient fluidifier l'administration des parcours de certification. Et deux, on cadre le respect du cadre réglementaire parce que MyCertif se met à jour automatiquement des contraintes et au moins sur tout ce qui va être édition des parchemins, qui va être suivi des cohortes et notamment l'accrochage certificateur et l'édition de ce fameux XML. Et donc, quand on a dit ça, MyCertif, pour faire rapidement, ça permet de gérer tous les utilisateurs d'un parcours de certification. Des candidats, des évaluateurs, des administrateurs, des entreprises, des OF, des jurys, des tuteurs, des commissions. Vous pouvez configurer dans MyCertif tous les personas, tous les utilisateurs d'un parcours qui vont devoir remplir tous les jalons du parcours de certification. Bien évidemment, vous pouvez dans MyCertif gérer vos référentiels de certification et donc configurer des parcours de certification, toutes les étapes des parcours de certification avec les différentes parties prenantes, les différents utilisateurs qui vont pouvoir compléter l'ensemble du parcours administratif de la certification. La finalité de MyCertif, c'est de pouvoir générer les dossiers de validation ou dossiers d'évaluation rattachés à chaque candidature pour pouvoir gérer les jurys de certification et les admissions et l'édition des parchemins. On va jusqu'à l'outil de suivi des cohortes. Donc là, on rentre dans le cadre réglementaire avec à 6 mois et 24 mois le suivi de l'insertion professionnelle post-certification qui est demandé et attendu par France Compétences. C'est MyCertif qui le gère automatiquement. On numérise et on sécurise les parchemins et les certificats de certification de plusieurs manières. On a de la signature numérique par différents PV. On propose un service de blockchain avec un partenaire qui est en cours de signature de partenariat, mais a priori avec BC Diploma, si vous ne les connaissez pas. Donc, pouvoir faire de la blockchain et pouvoir crypter les certificats. On aide à l'accrochage certificateur du coup sur ce fameux SICPF et ce fameux XML qui va être généré automatiquement par la plateforme dès lors que vous gérez tout le parcours et les candidatures dans l'outil. Et si vous êtes un certificateur aussi organisme de formation, vous êtes votre propre organisme de formation, ça aide au respect de Calliope. Donc tout ça dans un environnement ergonomique, RGAA, personnalisable, responsive design, etc., etc. Donc ça, c'est MyCertif qui intéresse aujourd'hui beaucoup d'organismes certificateurs qui veulent justement pouvoir fluidifier et simplifier l'administration des parcours de certification. Mais il y a un besoin urgent et quasiment 100% de nos prospects ou clients nous ont dit oui, MyCertif, ça m'intéresse, voyons ça dans un second temps, mais l'urgence aujourd'hui, c'est l'accrochage. Et donc, on est revenu sur cet accrochage. Et déjà, pour ceux qui l'ignorent, mais je pense que personne aujourd'hui ne l'ignore, en tout cas aujourd'hui, revenons sur la réglementation et la deadline surtout, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire de l'administration d'un parcours de certification, la deadline pour l'accrochage certificateur dit ceci: si vous êtes un organisme certificateur, donc comprendre si vous avez au moins une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, donc les RNCP, ou au répertoire spécifique, le RS, géré par France Compétences, alors vous êtes concerné par l'obligation de transmission des données des titulaires de vos certifications au système d'information du compte personnel de formation, aussi appelé le SICPF, donc qui est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Et pour faire ça, la Caisse des dépôts et consignations nous a mis à disposition le fameux dictionnaire des données qu'il convient de respecter et de remplir pour générer un fichier XML qui peut être mis automatiquement sur votre espace certificateur auprès de la Caisse des dépôts pour vous accrocher. La deadline du 30 juin, elle est clarifiée ici. Là, on vous a remis la capture d'écran sur le portail des responsables de diplômes et certifications, où il est bien précisé que ceux qui n'auront pas démarré
ou réaliser leur accrochage d'ici la fin du premier semestre 2022, donc comprendre 30 juin 2022, pourrait avoir des sanctions. Donc ça, c'est pour vraiment la partie cadre réglementaire et deadline. Et donc, pour tous ces certificateurs qui n'utilisent pas MyCertif et qui n'ont pas la chance d'avoir le XML auto-généré, on devait, pour répondre à leurs besoins, permettre à ces certificateurs d'utiliser un modèle Excel, puisqu'aujourd'hui, à 98%, tous les organismes certificateurs avec qui on travaille ou qu'on a contacté ou avec qui on discute utilisent Excel pour faire le suivi des candidats certifiés ou des parcours de candidats, donc les parcours de certification, pardon. Et donc, c'était de pouvoir créer cet outil ou d'isoler notre module MyCertif pour pouvoir remplir un fichier Excel injectable dans MyCertif pour générer le fameux XML. Et donc, on a isolé, là, vous voyez MyCertif avec l'ensemble des modules qui le composent pour gérer les parcours de certification. Et on a isolé la dernière brique, qui est donc l'accrochage, pour en faire un module dédié à partir de Excel et à partir, on le verra ensuite, de ce Excel qui respecte le dictionnaire de la Caisse des dépôts. Alors du coup, l'objectif aujourd'hui, c'était de pouvoir faire aussi intervenir un utilisateur de MyCertif, du module, donc Perrine, qui est avec nous aujourd'hui et je la remercie. Je vais peut-être vous laisser vous présenter et nous représenter votre groupe AD Éducation et les différentes problématiques que vous avez, notamment les organismes certificateurs que vous avez au sein du groupe. Et puis ensuite, on fera les autres questions. Merci Clément. Bonjour à tous. Alors oui, moi je suis Perrine Sautier, je travaille au sein du groupe AD Éducation et j'occupe des fonctions aussi bien au niveau de l'expérience étudiante que du suivi des alumni, incluant donc l'insertion professionnelle de nos titulaires et l'accrochage, le fameux accrochage. Dans notre réseau, on a 60... je reprends les tout derniers chiffres. On a presque 70 écoles, 70 campus et ça représente aujourd'hui 30 000 étudiants. Voilà. Et tout ça est réparti en 5 certificateurs. Là, moi, j'interviens sur la coordination, en tout cas, de l'accrochage de ces 5 certificateurs. Et ça représente environ 3000 titulaires chaque année. Voilà, répartis en 5 certificateurs. Les 5 certificateurs, du coup, représentent 3000 candidats. Et c'est combien de titres? C'est du RNCP, du RS? C'est que du RNCP. Et c'est une petite dizaine de titres. Ok, donc 10 titres détenus par 5 certificateurs, à peu près 3000 candidats ou candidats certifiés par an? Candidats certifiés. D'accord. Il y a beaucoup de, à titre indicatif, il y a beaucoup d'abandons ou pas? Pas énormément. On est quand même sur des parcours de formation assez longs, sur 3 ans ou sur 5 ans, mais ça doit représenter, je sais pas, ça doit représenter entre 100 et 150, je dirais. D'accord. Super. Et du coup, vous, l'annonce de l'accrochage certificateur, c'est toujours intéressant pour beaucoup de certificateurs. Enfin, comment vous l'avez eu? Où est-ce que vous l'avez découverte? Comment vous avez découvert ça? Alors, il y a 2 niveaux de découverte. Le premier niveau, c'est que moi, je suis très active sur LinkedIn, donc je suis énormément d'acteurs de la formation, de France Compétences, de cabinets qui peuvent accompagner et conseiller les OF, en tout cas, voilà, de personnes qui connaissent et qui me permettent de faire ma propre veille. Donc, j'ai découvert ce mot d'accrochage comme étant d'abord simplement la transmission de nos listes d'alumni une fois certifiées à France Compétences et à la Caisse des dépôts. Donc, ce à quoi je me suis dit, bon, ces listes, on les a de toute façon, donc pas d'inquiétude dans un premier temps. Et en fait, quelques semaines, quelques mois après, c'est notre responsable qualité au sein du groupe qui m'a donné un peu plus d'informations. Et c'est là que vraiment j'ai commencé à prendre la mesure de ce qui allait m'attendre.
Notamment, je me suis rendu compte qu'il y avait pas moins de 7 fichiers PDF à disposition des certificateurs sur le site du SICPF, qui avait non seulement un dictionnaire, mais tout un jargon technique sur la génération du XML, etc. Donc, voilà, il y a eu le premier effet où je me suis dit, de toute façon, ce sont des infos qu'on possède déjà en interne. Et quand j'ai compris qu'il y avait vraiment un formalisme très précis à respecter, où là, j'ai commencé à m'inquiéter. Mais sans vraiment savoir en fait comment on allait pouvoir bien avancer, en sachant qu'en plus les deadlines ont quand même pas mal bougé du côté de la Caisse des dépôts. Donc on était quand même vraiment dans une démarche un peu d'attente, en se disant, comme l'outil n'a pas l'air vraiment tout à fait prêt, et puis de par nos échanges, et pareil, hein, de par notre veille, on savait que pour l'instant, il était, enfin, très longtemps, on a attendu de voir comment ça allait se passer. On regardait sans vraiment commencer à se lancer. Et vous aviez compris, enfin, l'histoire de la deadline du 30 juin ou pas Pas forcément? vraiment. Pas vraiment. Moi, j'étais restée très longtemps. On nous a dit c'est 3 mois après la certification, après le jury de certification. Donc finalement, on a commencé à très vite, en fait, dès le début de l'année 2022, en fait, on était dans une situation de retard. Sauf que, en échangeant avec d'autres certificateurs, je me suis très vite rendu compte que personne n'accrochait. Donc on s'est dit, bon, on va attendre de voir. On va regarder parce que de toute façon, on n'est pas prêt. Et en fait, tous ceux qui avaient essayé, globalement, n'y parvenaient pas. Donc j'avoue que moi, je suis restée assez passive en espérant qu'une solution me tombe du ciel, et Clément est arrivé. Et vous avez de la MyCertif est chance. arrivé, donc tout va bien. Non, mais du coup, avant ça, vous imaginez comment faire le XML? Du coup, alors déjà, il y a la découverte du XML. Ça, c'est beaucoup de certificateurs, hein, comme vous le dites. C'est que finalement, ils se disent, bon, OK, il faut s'accrocher, il y a un dictionnaire. Après, ils découvrent les PDF. Après, ils découvrent le dictionnaire. Ils se disent, bon, voilà, tout ça Et, pourquoi? Et et en fait, très quand on honnêtement, moi, découvre, je ne les ai pas lus, hein. Je ne les ai pas lus, en fait, en me disant, voilà, c'est encore des choses qui sont très complexes. En fait, je me suis dit, comme dans beaucoup de situations un peu comme ça, où les choses sont finalement très compliquées, je me suis dit, ça ne va pas pouvoir se faire de cette manière-là. Donc, soit ils vont simplifier les choses, soit la deadline va être prolongée. En tout cas, ils ne peuvent pas demander à tous les certificateurs qui existent de descendre leurs 7 documents PDF. Je sentais que la deadline, de toute façon, allait être repoussée. a Euh, priori, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le cas. En tout cas, pour moi, j'ai eu des certifications au mois d'octobre. Donc, typiquement, j'aurais certainement, au départ, en tout cas, j'aurais dû accrocher en janvier ou en février. Donc, ce que je n'ai pas fait, en me disant, bon, comme personne n'accroche, attendons de voir ce qui se passe. Donc, moi, de toute façon, comment on aurait fait si vous n'étiez pas apparu sur mon chemin? Je pense que voilà, il y aurait eu beaucoup d'échanges avec la DSI, mais c'est vrai que on a commencé à regarder, on est tous sur d'autres projets, et donc pour l'instant, on était vraiment au point mort, en fait. On savait qu'on devrait le faire, mais c'est vrai qu'on était vraiment dans une situation d'attente de clarification côté Caisse des dépôts. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de certificateurs. Et alors, du coup, comment s'est passé le remplissage? On va en parler ensuite. On va vous montrer le modèle Excel qu'on a constitué et puis comment ça marche. Mais vous, de votre expérience, le remplissage du Excel qu'on a créé avec MyCertif pour la génération du XML, voilà, à chaud, enfin, votre ressenti, expérience sur le sujet. Moi, déjà, on s'est rencontrés donc, par l'intermédiaire de notre responsable qualité AD Éducation qui vous a présenté à moi. Et c'est vrai que moi, je vous ai vu un petit peu comme le Messie, hein, je peux l'admettre. Pour moi, ça a été voilà, tout ce qui est technique, c'est pas du tout ma partie. Donc vraiment, ça a été déjà un soulagement de me dire, OK, avec mon Excel, je vais pouvoir
me débrouiller, en tout cas grâce à l'accompagnement de MyCertif. Donc, ce qu'on a fait, c'est que vous m'avez envoyé votre tableau que vous allez présenter tout à l'heure. Et puis moi, j'avais mes tableaux. Et donc, l'idée, ça a été de faire rentrer mes colonnes et mes lignes dans le tableau que vous avez conçu suite aux exigences de la Caisse des dépôts. Et en fait, ce qu'on a fait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le jargon est un peu quand même obscur sur certains thèmes. Donc, vous avez eu la gentillesse de prendre une petite demi-heure avec moi pour qu'on détaille vraiment chaque colonne, chaque Intitulé, oui. exigence, et puis savoir à quel point c'était obligatoire, facultatif, etc. Ce qui m'a permis derrière de pouvoir vous envoyer très rapidement. En fait, après, c'est simplement des copier-coller, puisqu'en fait, c'est simplement remettre mes propres fichiers qui avaient un certain ordre dans un ordre un petit peu différent en fonction des exigences. Et puis ensuite, on a fait l'accrochage ensemble, c'est-à-dire que donc il y a une question tout en bas où vous me demandez comment est-ce que j'ai trouvé mes identifiants à la plateforme. Alors là encore, Ouais. c'est un petit peu différent. En fait, on a 2 certificateurs qui les ont reçus sans rien demander, qui les ont reçus dans leur boîte mail. Donc, pour 2, je les avais. Pour les 3 autres, on a fouillé toutes les boîtes mail de différents collaborateurs qui auraient pu les recevoir pour une raison ou pour une autre. On ne les avait pas. Du coup, moi, j'ai contacté il y a une boîte mail générique qui s'appelle accrochage certificateur. Je vais vous la donner peut-être, et puis vous pourrez la donner. C'est accrochage.certificateur@caisse-des-dépôts.fr. Et en fait, j'ai écrit à cette boîte mail jeudi dernier en leur disant, voilà, pour 3 de mes certificateurs, je suis coincée, je n'arrive pas à trouver mon matricule et mon numéro de contrat. Et en fait, j'ai eu une réponse le lendemain avec les éléments dont j'avais besoin. Donc, pour le coup, j'étais satisfaite et rassurée. Donc, voilà comment j'ai trouvé mes identifiants. Et ensuite, on a fait le premier accrochage, le test ensemble avec vous, Clément. C'est très rapide, en fait. Une fois que les fichiers sont prêts, en tout cas, une fois que moi, j'ai fait ma partie sur Excel et puis que vous m'aviez généré mon XML, derrière, on l'a fait en 5 minutes chrono, je pense. Il suffit de se connecter, de dire qu'on veut ajouter des données. Et puis ensuite, on récupère le fichier, on l'upload. Et puis, très vite, il y avait une petite Un accusé de réception, ouais. mention qui disait traitement en cours, un accusé de réception qui disait que le traitement était en cours. Donc après, l'acte d'accrochage en lui-même est très rapide et très simple. C'est la préparation qui est un peu plus fastidieuse, mais en tout cas, moi, je peux dire que vous avez quand même sauvé mon accrochage. Bah, c'est gentil. Non, alors après, il est très simple parce on a eu la chance de ne pas avoir de soucis. Oui, Et si, quand on accroche, il y a un premier contrôle de l'outil qui nous dit toutes les erreurs possibles à corriger, pour l'instant, on n'a pas eu ce cas de figure-là. Et là, dans ce cas-là, ça peut rester compliqué. Alors, tout ce qu'on vient de dire, on va vous montrer maintenant comment vous pouvez le faire vous. Alors déjà, on va vous remontrer, mais vous pouvez retrouver ces étapes sur la page du module qu'on a mis à votre disposition sur accrochage.mycertif.fr. Les différentes étapes dont on vient de reparler avec Perrine sont les suivantes. Donc, vous allez sur cette page, vous téléchargez le fichier Excel modèle qu'on a créé. Vous le remplissez à partir de vos propres fichiers Excel. Donc, comme le disait Perrine, vous essayez de faire rentrer vos colonnes et vos lignes dans nos colonnes et nos lignes. Alors, regardez d'abord le fichier Excel et puis on va le présenter ensemble ensuite, mais pour bien comprendre chacun des champs et ce qui est attendu. Donc, vous remplissez ce Excel qui va être la partie la plus complexe pour vous, en tout cas la plus fastidieuse. Puis étape 3, vous revenez sur la page accrochage.mycertif.fr. Vous allez sur le petit module où vous renseignez votre fichier Excel, vous faites convertir et ça vous génère le fameux fichier XML qui est attendu, que vous allez télécharger. Puis vous allez si vous avez vos identifiants, sinon vous pouvez écrire à la boîte mail que merci Perrine nous a envoyé pour demander vos identifiants et comment vous pouvez vous connecter à votre compte certificateur. Vous vous connectez sur votre compte donc certificateur pour importer le fichier XML
Et là, vous voyez s'il y a des erreurs ou s'il vous dit que le traitement est en cours. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble le fameux Excel. Je vais donner la parole à mon associé Grégory, qui va pouvoir reprendre la main et vous partager le fichier Excel et on va reprendre ensemble l'ensemble justement des cases que vous avez à remplir. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on essaiera d'y répondre soit en live, soit à la fin de la présentation. Alors, est-ce que vous voyez bien le partage d'écran de Grégory avec le fichier Excel? Bonjour à toutes et à tous. J'imagine que tu le vois, toi Clément, de ton côté? Moi, je le vois. Ok, Donc, n'hésitez pas à lever la main si jamais ce n'était effectivement pas le cas du vôtre. Je vais effectivement vous présenter un petit peu le déroulement du fichier Excel qui est composé de plusieurs onglets. L'idée, c'est de reprendre déjà le cadre normatif à travers le dictionnaire tel qu'il a été transmis par la Caisse des dépôts et consignations, et noter qu'il y a plusieurs versions aussi pour simplifier les choses de dictionnaire qui ont émergé, et je pense qu'il y aura d'autres versions à l'avenir. Dans un premier temps, on a retranscrit ni plus ni moins effectivement que l'organisation telle qu'elle était proposée, mais dans un mode de lecture un petit peu plus simple pour que vous puissiez l'appréhender, en permettant de réidentifier rapidement certains champs comme étant obligatoires, d'autres comme étant facultatifs, et d'autres champs sont sur une saisie qui est contextuelle, sous-entendu facultative, mais parfois obligatoire. Si un champ n'a pas été rempli, alors je peux me substituer en remplissant ce champ. Est-ce que tu peux monter un tout petit peu la taille? Je vais grossir un petit peu au passage. Voilà. Donc, le premier onglet n'est pas modifiable. Il vous donne juste effectivement la liste des champs tels que vous les avez sans doute découverts, avec la notion de bloc. Les champs sont organisés par grands blocs thématiques. Ce qu'on appelle dans le jargon aujourd'hui donc les différents ID qui vont permettre la génération du fichier XML. Le rappel des blocs, le libellé de la donnée à collecter, une description de cette donnée qui est celle de France transmise par la Caisse des dépôts et consignations, mais qu'on a pu aussi parfois compléter d'informations de précision parce qu'en échangeant, on s'apercevait qu'il y avait des informations qui n'étaient pas toujours très claires. On retrouve ici donc l'ensemble des normes telles qu'elles ont été définies. Les modalités de remplissage qu'on aura dans le tableau de déclaration, de savoir si c'est un champ qui est en texte libre saisi ou bien si c'est une liste de choix. Important, tout ce qui est liste de choix, et c'est aussi ce qu'on s'est évertué à faire dans le fichier, c'est essayer de simplifier au maximum les données et surtout de s'assurer qu'au moment où on allait générer le XML, les données de type liste de choix étaient bien respectées. Donc, il y a un contrôle qui est effectué de notre côté quand on injecte les données sur notre plateforme de façon à s'assurer que les champs sont bien correspondants. Je dis ça, si vous faisiez des copier-coller dans le fichier, par exemple, et que les données ne correspondaient pas, c'est forcément bloquant côté SICPF. On n'est pas maître de cette donnée. Il y a des questions qui peuvent se poser sur des champs qui ne sont pas tout à fait actualisés par rapport aux données qu'on pourrait avoir. Je pense notamment au champ sexe, par exemple, sur lesquels aujourd'hui on n'a que 2 choix et parfois il y a un 3e choix qui serait souhaité. On n'a pas la main sur ces données-là et il faut respecter pour le moment le strict cadre de ce qui nous a été donné. Et puis certaines observations qui sont à nouveau parfois des données qui vont vous permettre de réaliser le remplissage du fichier correspondant. Dans le fichier, il y a souvent la notion de NIL qui apparaît. Cette notion de NIL, en fait, c'est soit une donnée que vous ne détenez pas, et donc le SICPF a permis effectivement de pouvoir autoriser qu'il y ait certaines données qui ne soient pas disponibles tout de suite, que vous ne les ayez pas, mais pour autant ne pas contraindre le dépôt du fichier sur le site du SICPF. Et donc, on peut substituer à une des valeurs, bien souvent la valeur NIL, pour simplement signifier qu'elle n'est pas disponible au moment où on l'a. Donc, vous avez cette table de normalisation qui est au début, qui est là simplement pour vous donner un petit peu le contexte. Dans les autres tables qui peuvent vous aider, on a rapatrié aujourd'hui la liste des communes à partir de l'open data de l'INSEE sur la base des données donc, de 2001. Cet onglet est réactualisé ou sera réactualisé dès qu'il y aura effectivement une actualisation sur le site de l'INSEE. Mais on retrouve ici donc, tous les codes communes qui vous permettent de retrouver rapidement une commune, son code postal correspondant. Pareil pour la liste des pays, si le code pays est demandé, on retrouve ici la normalisation à partir des données de l'INSEE de la même manière. Et puis un dernier onglet normalement dans lequel, alors qui est verrouillé, dans lequel vous n'avez pas forcément
besoin d'aller, mais qui correspond à l'ensemble des données telles qu'elles ont été répertoriées par le SICPF pour alimenter notamment toutes les listes de choix qui se présentent sur le modèle déclaratif. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, donc ça, c'est le cadre général, la manière dont nous l'a appréhendé et dont on remet à disposition. On a retranscrit le tableau dans une version qui est plus simple à interpréter et à renseigner, surtout pour vous. Tel qu'il est donné à l'origine, il est plutôt en format vertical avec un certain nombre de données. On l'a tout simplement retranscrit en mode horizontal dans un tableau Excel qui permet effectivement de renseigner ces données au fur et à mesure. Je ne vais pas balayer l'intégralité des champs et reprendre les données telles qu'elles sont saisies. On va parcourir les principaux champs et ceux sur lesquels on a généralement des questions. N'hésitez pas, si vous avez une question particulière, on verra si on est en mesure d'y répondre. Parfois, ça nous oblige à revenir nous-mêmes vers la Caisse des dépôts pour poser des questions, pour pouvoir débloquer des cas particuliers. Comme dit, on essaye d'enrichir un petit peu les choses. La version du fichier telle qu'elle est là est encore en cours d'optimisation. Ce qui veut dire que si vous téléchargez une version du fichier, on vous invite vraiment à retourner systématiquement sur le lien pour retélécharger la dernière version à jour du fichier, parce que, comme dit, le fichier peut évoluer sur les champs, et donc on est en lieu de l'adapter. Et nous, on essaye au maximum, en fonction des retours d'expérience aussi, d'adapter le fichier au retour qu'on a pour simplifier la réconciliation, la saisie. Si vous avez de votre côté des données qui sont traitées déjà dans un fichier Excel et que vous voulez les copier-coller, il y a certaines conditions, on est en train d'y travailler pour simplement nous garantir que les champs qui sont en liste de choix, par exemple ici, sont bien appliqués et ne sont pas écrasés. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de voir comment on peut encore simplifier les choses. Malgré tout, pour l'instant, tous les accrochages qu'on a pu faire ont fonctionné. Donc le fichier se présente de la manière suivante. Tous les champs qui sont en haut ne sont pas des champs qui sont requis à l'origine. C'est des champs simplement qui vont vous permettre de garder une traçabilité sur votre fichier, sur le nom du déclarant, là où les certifications visées, si ça concerne une promotion, vous pouvez la renseigner, la date d'envoi, ça c'est simplement à valeur d'archivage pour vous de pouvoir réidentifier facilement un fichier. En haut à gauche, on retrouve nous la version du fichier, la dernière version du fichier utilisée, on est à la version 1.4, on travaille actuellement sur une version 1.5, ce sera transparent pour vous, à condition que vous téléchargiez bien à chaque fois la dernière version sur l'adresse URL que vous a transmis Clément. Ensuite, on va retrouver ici tous les intitulés de colonnes classés par bloc. Donc, ce que je vous disais dans le dictionnaire, on a ici donc, une notion de bloc qui est définie avec un identifiant pour chaque champ. Ici, le bloc concerné, données du flux de suivi, données de l'émetteur du flux, données de l'identification, etc., etc. Ici, on va les retrouver. Donc, vous avez l'intitulé de tous les blocs. Donc, à chaque fois, on change de couleur quand on change de bloc. Certains blocs sont plus ou moins denses à remplir. Certains sont facultatifs, d'autres sont obligatoires ou en partie obligatoires. Ici, on retrouve l'identifiant que vous aviez dans le dictionnaire. On a gardé simplement les éléments transmis par la Caisse des dépôts et on a gardé ce lien existant de façon à ce que vous puissiez naviguer d'un document à l'autre facilement. Ici, l'intitulé de la colonne telle qu'elle était demandée ou du champ tel qu'il est demandé dans le dictionnaire. Le type de champ, donc est-ce que c'est un champ automatique? Alors, pour faciliter les choses, il y a un certain nombre de champs, et on reviendra dessus, qui peuvent poser question. L'ID du flux, le format de l'eurodatage, l'ID technique, qui sont des champs qui peuvent être un petit peu complexes à remplir, ou en tout cas tels qu'ils étaient exprimés, qui peuvent poser question. Aujourd'hui, quand on utilise ce service-là, nous, on va vous générer automatiquement ces champs d'ID flux, l'eurodatage de la même manière dans le bon format, et l'ID technique. On reviendra derrière chacun de ces champs pour vous expliquer un petit peu le contexte et à quoi ils servent. Ici, au survol, vous aurez donc les consignes de remplissage telles qu'elles ont été définies à la fois par le dictionnaire et enrichies de données côté Rich ID. Par exemple, là, on indique qu'on n'a pas nécessairement besoin de compléter ce champ, que celui-ci sera généré automatiquement. La nature du champ, est-ce que le champ est facultatif, obligatoire ou contextuel? Donc, de manière visuelle, assez simple, tous les champs qui sont obligatoires sont repérés en rouge, les champs facultatifs sont en gris, et puis les champs contextuels, dans certains cas, je crois, sont en vert, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Il y a certains champs qui sont contextuels. Un champ contextuel, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parfois, il faut que je remplisse un des deux champs. Typiquement, par défaut, il demande le code INSEE de la commune de naissance, mais si je n'ai pas le code INSEE de la commune de naissance, je peux renseigner le code postal en lieu et place. Il faudra que l'un des deux champs soit rempli obligatoirement, mais pas nécessairement les deux. Je dis ça parce qu'on a beaucoup de questions effectivement sur ces champs-là parfois qui se posent. Je peux remplir l'un ou l'autre indépendamment et donc pour ce faire, je peux me référer à la table des communes qui est ici et des codes communes qui vont être renseignés.
Donc ensuite, dossier formation, pareil, le bloc complet dossier formation, lui est à compléter si les données du bloc 8, donc, qui sont liées au titulaire de la certification, ne sont pas complétées. Ensuite, on a précisé donc, une consigne de remplissage, donc savoir si c'est à compléter ou si c'est une valeur à sélectionner généralement dans une liste, et puis des données exemples, à titre d'exemple en dessous qui vous ont été formulées. Voilà. L'idée étant que vous n'avez pas à toucher à toutes ces données-là, elles peuvent être embarquées dans le fichier quand vous allez remplir le fichier et ensuite le téléverser sur notre site. Vous avez simplement à suivre les consignes, on ne supprime rien, de toute façon le fichier est verrouillé, il y a un certain nombre de champs pour éviter les erreurs qui ont été protégées dans la feuille de calcul. Vous avez simplement, vous, à commencer votre saisie ici. À partir du moment où vous allez compléter une ligne, commencer à compléter une ligne, automatiquement, ici, vous allez avoir à l'intérieur, donc c'est des champs à compléter, vous êtes en champ texte libre, vous pouvez les compléter. Par contre, si on est sur des champs à compléter de type liste de choix, il faut, j'insiste, respecter les données qui sont consignées dans les listes de choix. Parfois, ces données vont vous apparaître contraignantes par rapport à des questions que vous auriez. On ne peut pas déroger à cette règle-là. Si vous forcez une donnée qui n'existe pas dans les listes, le fichier ne sera reconnu comme non conforme. Donc, c'est vraiment important de respecter effectivement ce séquençage des choses. Je vais revenir sur la première donnée. Ici, donc, on va reparcourir un petit peu les champs très rapidement. Donc, quand vous déposez un fichier sur le site du SICPF, il y a un ID de flux qui va correspondre finalement c'est l'identifiant du fichier. C'est l'identifiant du dépôt que vous allez faire. Cet ID flux, il va être identique sur toute la colonne. Ça va toujours être, nous, on va générer toujours le même ID flux pour un même dépôt. Donc, quand vous allez déposer votre fichier complété, on va vous générer le XML. L'ID flux qui correspond à chacune des lignes sera toujours le même. Cet ID flux, lui, il n'a pas de normes très strictes. Sachez-le, côté du dictionnaire, il doit juste faire moins de 50 caractères. Pour autant, nous, dans l'ID flux, et de façon à éviter des doublons, on a un ID flux qui est quand même assez complexe. Je crois que c'est une chaîne de 12 ou 16 caractères, je ne sais plus, qui est compilé et créé automatiquement. Le format de redatage, lui, est assez spécifique et bien souvent, il y a des difficultés à créer le format demandé de redatage, qui est un format avec les heures, avec les jours, les mois et les années, qui parfois est mal retranscrit par Excel. Ce champ-là, lui, est généré automatiquement au moment où on va générer le fichier XML, on va le redater au bon format. Donc, si vous utilisez le modèle de fichier, vous n'avez pas à vous en occuper. Sur l'ID du client 2, ça, ce sont les fameuses données qui vous ont été, et l'ID contrat, pardon, ce sont les données qui vous ont été transmises par la Caisse des dépôts. Celles-ci, il faut obligatoirement les compléter. Généralement, moi, quand je les ai vues, elles arrivent par mail. Il y a deux mails avec les codes qui sont assez explicités en gras au milieu du mail. Et donc, vous avez simplement à reporter de manière linéaire les données, les données qui vous ont été transmises. Sur les types de champs, donc je parcours principalement les champs obligatoires. Donc, est-ce que c'est du RNCP, est-ce que c'est du RS? Ici, le code RNCP ou du RS de la certification, le cas échéant. Ça, il n'y a que vous qui le connaissez, donc à compléter manuellement. Qui est le déposant? Est-ce que c'est un certificateur ou est-ce que c'est un tiers de confiance? Est-ce que c'est un cabinet qui va le faire pour votre compte? C'est une donnée à renseigner. Champ important et sur lequel il y a beaucoup de questions, l'ID technique. L'ID de technique de la certification, ici, va être unique à chacune des lignes. Ce champ important, et c'est quelque part le plus sensible, lui, en fait, va vous permettre d'identifier précisément un élément de certification, donc une ligne, que vous allez déposer. Cet identifiant technique, donc une fois qu'il aura été généré, pourra être réutilisé si vous avez des mises à jour à accomplir sur une ou plusieurs lignes de votre dépôt. Vous avez déposé des données, soit si elles étaient incomplètes, autres que sur des champs obligatoires et que vous voulez compléter des champs facultatifs, si une des données transmises dans des champs obligatoires était erronée, vous avez la possibilité, en réutilisant le même ID technique que celui qui a été généré, de modifier une ligne que vous auriez déjà déposée. Donc, il y a un ID technique unique par ligne. J'ai 22 lignes, j'aurai 22 ID techniques différents. Et si je souhaite plus tard définir une modification sur une des lignes, je vais reprendre l'ID technique. Alors, il y aura un ID flux différent puisque c'est un nouveau dépôt. Mais dans ce nouveau dépôt, je peux rappeler une ligne existante en disant, attention, voilà, je souhaiterais faire une mise à jour de cette donnée-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on
peut, après coup, refaire des modifications en utilisant ce fameux ID technique. La mauvaise, enfin le point d'attention, c'est ne pas utiliser des ID techniques que vous auriez déjà utilisés par la suite. Donc, ayez une vigilance quant à vos ID techniques et structurez-les de manière unique, de façon à ne pas écraser des données involontairement que vous auriez déjà transmises à la Caisse des dépôts. Donc, c'est vraiment le champ sur lequel il y a le plus de vigilance à avoir, c'est ce fameux ID technique. Aujourd'hui, on le génère automatiquement aussi, mais vous pouvez très bien renseigner vos propres ID techniques. Si jamais vous avez, vous, déjà des identifiants dans vos bases Excel ou dans vos fichiers extraits d'ailleurs, vous pouvez réutiliser vos ID techniques. Veillez simplement à ce que chaque ligne dispose d'un ID technique unique. Sur les champs, je ne vais pas revenir, donc ce serait trop fastidieux sur l'ensemble des champs facultatifs. Si vous avez des questions dessus, je vous invite à les formuler peut-être dans le fil de discussion, et puis on pourra y répondre par la suite ou par mail si je n'ai pas la réponse immédiatement. Mais donc l'URL de la preuve, le libellé option, donc là vous retrouvez également donc, le survol et les différentes consignes, des exemples de remplissage. L'obtention de la certification, donc est-ce qu'elle est par admission ou par scoring, donc acquis, non acquis, ou est-ce qu'il y a un système de scoring qui va derrière. Les données certifiées, donc pareil ici, donc on est sur une liste de choix à respecter, oui ou non. Vous ne pouvez pas renseigner d'autres données. Parfois, pour certaines données, je vous le dis dans les listes, elles sont dans les consignes. Si vous n'avez pas la donnée oui/non, on peut aussi, enfin la donnée qui correspond à une liste de choix, vous pourrez utiliser la valeur nil. Il y a quelques champs, je crois, qui le prévoient, mais c'est très exceptionnel. La date de début d'examen, date de fin d'examen, modalité, code postal, centre d'examen, tout ça sont des données facultatives. Attention si vous voulez renseigner toutefois au format des dates qui sont au format année, mois, jour. Les codes postaux du centre d'examen, la date de début de validité de la certification, donc attention, toujours la même contrainte, date, année, mois, jour impérativement à respecter. Par défaut, dans le champ, si vous tapez la date du 06-2022, lui va le réinterpréter. Une mauvaise interprétation. Oui, nous, on va le réinterpréter automatiquement pour le convertir au bon format. La date de fin de validité, si jamais la date de fin de validité n'est pas connue ou n'expire pas, vous me renseignez la valeur nil tout simplement. Donc, pas nickel. Le passage niveau langue euro, pareil, oui ou non à renseigner. Niveau langue euro facultatif. Présence niveau européen, j'en suis ici, oui ou non aussi. Mixte, valeur nil possible. Donc, score ou base de notation, mais ici, c'est un champ texte libre à renseigner. Vous pouvez renseigner la valeur nil si elle n'est pas connue. Et bien souvent, la plupart des certificateurs avec lesquels on a fait l'accrochage ne connaissaient pas la donnée, donc ont mis la valeur nil. S'il y a une mention qui est liée à vos certifications, là, donc, les mentions sont effectivement préformatées. Donc, si vous n'avez pas les mentions qui correspondent, vous, à vos mentions, préférez la valeur nil sur ce champ et le verbatim éventuellement qui est associé à la mention de manière facultative. Niveau numérique européen, tous les champs sont facultatifs. Je ne vais pas revenir dessus là, sauf si ensuite vous le souhaitez et que vous avez des questions particulières. Les modalités d'accès, donc là, pareil, liste de choix avec VAE, formation initiale hors, donc apprentissage, hors apprentissage, etc. Les valeurs sont bornées. Si, à nouveau, ici, donc je vous le disais, en certains cas, on a la possibilité d'utiliser la valeur nil. Donc, vous pouvez, si ces données ne sont pas renseignées, si vous ne les avez pas dans un premier temps, vous pouvez tout à fait renseigner la valeur nil. Elle est acceptée. Les autres champs de précision liés à la VAE sont facultatifs. Le nom de naissance, le nom d'usage, le prénom donc, sont des données à compléter obligatoires. Rien de spécial à préciser dessus. Prénom 2, prénom 3 sont facultatives. L'année de naissance, donc de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur au saisie, on a normalisé les listes ici. À la base, ce n'est pas dans le dictionnaire. On vous demande de saisir effectivement, de décorréler chacune des données, année, mois, jour, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Le sexe, lui, est une liste de choix à 2 entrées. On a eu des demandes pour qu'il y ait 3 entrées. On ne peut pas le contraindre autrement. Donc, par défaut, si une personne a changé de sexe, veuillez respecter le sexe d'origine de la personne. Si jamais on est sur du non-genré, typiquement, on a souvent la demande aujourd'hui, le non-genré n'est pas pris en charge pour l'instant dans le dictionnaire. Je pense que ce sera une des évolutions à venir, mais pour l'instant, il faut renseigner une des 2 valeurs qui est précitée. Je vous le disais, le code INSEE de la commune de naissance, donc par défaut, il demande à ce que ce soit ce champ-là qui soit rempli, mais en réalité, c'est un des 2. Donc, soit vous avez le code INSEE de la commune de naissance,
soit vous pouvez le suppléer par le code postal de la commune de naissance, c'est indifférent. Donc là, vous ne torturez pas, vous choisissez la donnée la plus simple pour vous à remplir. Le libellé de la commune de naissance, vous l'avez, renseignez-le, mais la donnée est facultative. Le code pays de naissance, lui, est facultatif aussi. Si la personne est née en France, il n'y a pas besoin nécessairement de le remplir. Si par contre elle est née à l'étranger, il faut renseigner uniquement les 3 derniers chiffres du code INSEE du pays de naissance selon la codification. Je dis ça parce que je crois que souvent devant on a des XXX qui peuvent apparaître, donc il ne faut renseigner que les 3 derniers chiffres. Vous retrouvez ces codes également dans la table qui figure ici. Vous avez ici le code du pays ou du territoire qui est donné ici. Voilà. Vous avez juste à reporter sur la base de ces données-là. Idéalement, demain, on souhaiterait que les données, je vous dis que le fichier peut être amené à évoluer, que quand on renseigne des informations, certaines se complètent automatiquement à partir d'une formule ou ce qu'on appelle une recherche V dans Excel. Pour l'instant, ça nous met beaucoup de contraintes au moment de l'injection. On n'a pas encore réussi à normaliser complètement les choses. Donc, je vous dis, le fichier va évoluer. On est en train de travailler à faciliter encore la saisie pour rapatrier certains champs, même s'ils sont facultatifs, de façon automatique, sans que vous ayez à le faire. Et donc, les données du dossier de certification, elles sont en intégralité facultatives, obligatoires si jamais on n'a pas renseigné les données du titulaire, et facultatives si les données ont déjà été renseignées sur la partie titulaire. Voilà, on a balayé là les principaux cas, les cas particuliers. À nouveau, grande vigilance sur l'ID technique. C'est pour moi le seul cas effectivement sur lequel vous devez être vigilant dans son usage dans le temps. Veillez bien à avoir des ID techniques singuliers et ne les réutiliser qu'en cas de souhait de modification. Merci Grégory. Du coup, si tu peux juste regarder à droite, j'en profite pour refaire un point sur l'URL. L'URL de preuve, parce que je vois que Nicolas Dupuis est avec nous au webinaire et est responsable de chez BC Diploma. Si vous êtes avec un acteur de la blockchain et que vous avez une URL, un token unique pour chacun des candidats avec justement ces éléments crypto de la certification unifiée, vous pouvez mettre l'URL, copier-coller l'URL ici. Nicolas, n'hésite pas à intervenir dans le chat si je dis une énormité, mais je crois que de nos échanges, c'est bien sur ce champ-là que vos tokens de blockchain s'inscrivent. Bon, ben voilà, il confirme. Merci. Merci Nicolas. Et ben, du coup, je vais reprendre le partage d'écran. Merci Grégory. N'hésitez pas si vous avez des questions. Du coup, on pourra y répondre. La force du module que vous retrouvez sur accrochage.mycertif.fr, c'est que vous l'avez vu à partir du Excel. Si vous le remplissez correctement, donc dans le Excel, vous avez déjà plusieurs contrôles et plusieurs éléments qui vous évitent de faire des erreurs. Mais sur notre page, si vous générez le XML via notre outil, vous avez déjà des premiers contrôles sur la donnée aussi, et vous aurez des alertes sur les erreurs possibles que vous aurez éventuellement faites dans le Excel. Ce qui limite les soucis de quand vous allez vous accrocher et de ne pas faire vos tests au moment de l'accrochage et d'essayer de limiter un maximum les erreurs. Là, j'ai une petite vidéo d'exemple qu'on va regarder pour vous montrer à quoi ça ressemble concrètement côté accrochage. Alors, on a flouté certains éléments parce que forcément, on l'a enregistré à partir d'un accrochage réussi qu'on a fait avec un client certificateur. Mais pour vous montrer l'environnement, à quoi il ressemble, je ne sais plus s'il y a du son. Mais je ne veux pas mettre le son. En fait, là, vous voyez déjà sur la création du mot de passe. Alors, Perrine vous l'a dit avant, c'est que ce n'est pas parce que vous avez reçu des éléments par mail que votre compte est créé. Vous allez recevoir les éléments, mais la première fois, d'ailleurs, Perrine, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais normalement, enfin, quand on l'a fait ensemble, en fait, il vous demande quand même de recréer un compte, de créer un compte. Et du coup, la première page sur laquelle vous arrivez, c'est celle d'une création de compte administrateur. Et donc, s'il n'a pas été créé, donc ne soyez pas étonnés, c'est normal et il faut aller au bout de ce formulaire de création de compte. On vous demande de créer un mot de passe. Donc, on vous demande de créer votre compte certificateur sur la plateforme, d'accepter les conditions, de continuer. Et c'est seulement à ce moment-là que vous arrivez sur cette page sur laquelle vous avez sur la gauche un menu dans lequel vous pouvez déposer le fameux fichier XML, consulter ce que vous avez déposé et les différents éléments ou à droite de profil, etc. etc. Et donc, comme tous les certificateurs, on clique sur déposer un fichier. Et sur déposer un fichier, vous voyez qu'il vous demande bien au format XML de 200 mégas maximum, donc le bouton déposer le fameux fichier que vous aurez généré avec MyCertif.
Et donc, si vous faites déposer et que vous mettez votre fichier XML, là, on ne le voit pas parce qu'on est post-accrochage, mais au moment où vous le faites, il vous génère un petit document à télécharger qui est un bloc-notes, un petit TXT, un petit bloc-notes au format TXT. Et dedans, soit vous avez une ligne qui vous donne votre numéro de récépissé de dépôt, soit il vous génère toutes les erreurs de contrôle qui ne vont pas et il vous demande de revoir votre fichier. Alors, je ne vous cache pas que nous, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu d'erreur. Donc, pour l'instant, on en est à 5 sur 5, si je ne dis pas de bêtises, d'accrochage réussi dans le sens où on n'a pas eu d'erreur qui nous dit voilà tout ce qu'il faut corriger, ce qui est plutôt rassurant, ce qui veut dire que notre fichier est plutôt bien et plutôt conforme. Et donc, nous, quand on s'accroche, ce qu'il nous met, c'est un fichier TXT de preuve de dépôt et il nous met le traitement en cours. Traitement en cours étant la mention pour dire qu'on a passé les premiers contrôles d'erreur d'intégrité du fichier et du dictionnaire de la Caisse des dépôts et que la balle est dans le camp de la Caisse des dépôts et que c'est en attente de traitement par la Caisse des dépôts. Il n'est pas impossible qu'ils reviennent vers vous dans un second temps parce qu'ils auront peut-être mis à jour des choses entre-temps et qu'ils vous demanderont peut-être donc de remettre à jour des choses. Mais en tout cas, à mon sens, là, et ça fait preuve de dépôt, et donc, vous avez respecté le cadre réglementaire et au moins la deadline au 30 juin, qui est de dire que vous avez commencé votre accrochage, si ce n'est réussi, en fonction des retours que la Caisse des dépôts vous fera. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme le disait Perrine, c'est assez rapide et assez simple sur la fin du parcours. Ne soyez pas étonnés demain, c'est juste cette partie création de compte qui peut parfois surprendre en se disant je me suis trompé, c'est peut-être pas au bon endroit que je suis, mais c'est bien le bon endroit. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. J'espère qu'on a été clair. On a essayé d'être le plus concis et en même temps, c'était un peu vif parce que forcément, en 1 heure, c'est compliqué de dire tout ce qu'on a à dire. Je m'en profite pour vous montrer la page du coup de l'accrochage.mycertif.fr qui se compose comme ceci et sur laquelle vous pouvez du coup télécharger le modèle Excel qu'on vous a présenté aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les envoyer par mail sur clément@mycertif.fr. Et puis sinon, vous pouvez déjà commencer à compléter le fichier Excel et le convertir ici. On vous demandera du coup d'aller chercher sur votre bureau le fichier Excel que vous aurez rempli pour générer votre XML. Voilà, écoutez, on arrive au terme de du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut éventuellement, si vous levez la main, vous donner la parole ou alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou alors plus tard par mail sans souci. On espère en tout cas que ça a été constructif et clair pour vous. Du coup, Grégory, je te redonne la parole. Oui, juste une dernière précision qui est effectivement, une fois que vous avez déposé votre fichier, vous allez recevoir une attestation de validité du fichier qui est un certificat de conformité qui n'est pas le plus joli du monde, mais ça signifie bien que votre accrochage a réussi. Et ensuite, le dossier va passer en traitement en cours pour un délai pour l'instant qui est indéterminé. La Caisse des dépôts avait signifié que ce qu'ils appellent eux l'ingestion, c'est-à-dire le traitement de tous les fichiers qui leur est proposé, serait opérationnel à partir du 15 juin. On attend des nouvelles de ce côté-là et automatiquement, donc une fois que l'accrochage est fait, vous recevrez des nouvelles de leur côté. Mais si vous avez traitement en cours, cela signifie vraiment que l'accrochage a réussi. Voilà. Oui, effectivement. Merci pour cette précision. Écoutez, on a encore quelques minutes ensemble qui étaient prévues éventuellement pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous.